Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir modéliser ces phénomènes avec des grandeurs et des unités. Pour rendre ces grandeurs complètement claires, on va faire une analogie entre le courant électrique et le courant d'eau dans une rivière. On a la tension de symbole U et qui s'exprime en volts V. La tension caractérise la force qui est imposée pour faire circuler les électrons. Elle est liée à la différence de potentiel entre deux points d'un circuit. On pourrait dire qu'il s'agit d'un dénivelé appliqué à notre courant d'eau. Plus la hauteur est importante, plus la tension, la force qui pousse l'eau vers le bas, est grande. L'intensité de symbole I a pour unité l'ampère A. Cette grandeur représente le débit du courant électrique, c'est-à-dire une quantité d'électrons passant en un point du circuit par unité de temps. C'est la mesure du courant. Pour la rivière, il s'agirait par exemple de mesurer le volume d'eau traversant un point en une seconde. La résistance R exprimée en ohms oméga. La résistance, c'est la propriété physique d'un matériau à ralentir le passage d'un courant électrique. Pour notre analogie avec l'eau, c'est comme si l'eau circulait à travers un filtre qui viendrait créer une friction opposant une résistance ralentissant donc l'eau. Par ailleurs, comme le dit la célèbre maxime de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, on notera que comme l'énergie du courant électrique diminue, l'énergie électrique perdue sera en fait transformée en énergie thermique. La résistance réduit l'intensité en produisant de la chaleur. Ça s'appelle l'effet Joule. La résistance peut être calculée avec la tension et l'intensité grâce à la loi d'Ohm qui s'écrit ainsi. URI, la tension est égale à la résistance fois l'intensité. Tout simplement parce que pour une tension définie, si l'intensité diminue, c'est parce que quelque part il y a une résistance qui augmente, et inversement. Pour une rivière de même dénivelé, si le débit diminue, c'est qu'il y a une résistance qui augmente quelque part. Avec la tension et l'intensité, on peut aussi calculer la puissance P qui est exprimée en watts W. La formule est puis. La puissance est égale à la tension fois l'intensité. La puissance électrique correspond à l'énergie échangée par un corps pendant une seconde. Si la tension est forte mais que l'intensité est faible à cause de la résistance, peu de puissance. Si la tension est faible et l'intensité forte, peu de puissance, mais si la tension est forte et que l'intensité est forte, alors l'eau aura de la pression, de la puissance, et c'est cette puissance qui est nécessaire pour faire fonctionner un appareil. Pour illustrer nos grandeurs, on a utilisé le cas d'un courant continu, et donc vous imaginez bien, pour un courant alternatif, c'est un peu différent. La tension ne va pas être continue, elle va alterner entre une valeur positive et son négatif. C'est comme si notre tuyau alternait son inclinaison. Si on regarde l'évolution de la tension dans le temps, on obtient une courbe sinusoïdale avec une tension maximale et une tension minimale. La tension que l'on mesure dans un courant alternatif, c'est la tension efficace. Elle est légèrement inférieure à la tension maximale. Il faut diviser la tension maximale par racine carrée de 2, ça donne à peu près 70% de la tension maximale. L'intensité du courant alternatif va aussi osciller entre une valeur positive et son négatif. Dans notre débit d'eau, le débit va aller à droite puis à gauche. Comme pour la tension, on peut mesurer une intensité maximale, mais c'est l'intensité efficace qu'il faut prendre en compte. Par contre, dans un courant alternatif, au lieu de parler uniquement de résistance, on parlera plutôt d'impédance. L'impédance est notée Z et s'exprime en ohms. On la calcule comme avec la loi d'Ohm, USI, la tension efficace, est égale à l'impédance fois l'intensité efficace. L'impédance mesure aussi l'opposition au passage du courant électrique. Elle est la conséquence de la résistance, mais également de l'inductance et de la capacité, qui n'existent, eux, que dans le cas d'un courant variable. L'inductance est un phénomène qui se produit dans une bobine. Sous l'effet d'un courant électrique, la bobine va se comporter comme un aimant, avec les pôles orientés selon le sens du courant électrique. Chose intéressante, si on n'alimente plus la bobine en tension, son seul champ magnétique va continuer à faire circuler les électrons dans le circuit un peu plus longtemps. Mais si on a un courant alternatif, le sens du champ magnétique va alternativement changer. Mais ce changement de sens prend un peu de temps. Il y aura donc toujours un décalage dans le temps entre le changement de tension et le changement de sens du champ magnétique. La conséquence, c'est que lorsque le courant électrique vient tout juste de changer de sens, il va devoir passer par une bobine chargée en sens opposé, opposant une sorte de résistance, mais qu'on appelle ici l'inductance. Plus le courant change rapidement de sens, c'est-à-dire plus la fréquence est élevée, plus cette inductance sera élevée. En ce qui concerne la capacitance ou la capacité, elle se produit dans un condensateur. C'est un composant constitué de deux bornes conductrices séparées par un isolant polarisable. Lorsque les électrons arrivent au condensateur, ne pouvant passer, ils vont charger négativement un côté. Et celui d'en face se chargera donc par réaction positivement. Les charges se condensent sur les deux armatures, c'est l'étape de charge du condensateur. Si on le soumet à un courant continu, il va se charger, au début très vite, puis de moins en moins vite plus il est chargé, et quand il sera chargé au maximum, le courant ne passera plus. Mais si on a un courant alternatif, alors il va se charger dans un sens et se décharger en se rechargeant dans l'autre sens, etc.
Si le courant change rapidement de sens, c'est-à-dire si la fréquence est élevée, alors le courant ne sera jamais bloqué car les armatures n'auront jamais le temps de se charger au maximum. Mais si le courant change lentement de sens, si la fréquence est faible, alors il va se trouver tantôt bloqué par le condensateur lorsque les armatures sont pleinement chargées. Le condensateur va donc opposer une sorte de résistance, notamment au courant de basse fréquence. Ça s'appelle la capacitance ou la capacité. Donc pour résumer, l'inductance plus la capacitance, ça nous donne la réactance, car ça dépend notamment de la fréquence du courant électrique. Et si on prend en compte aussi la résistance du circuit, alors on obtient l'impédance. Capacitance plus inductance plus résistance, ça nous donne l'impédance. Pour le calcul de la puissance, c'est un peu particulier. Souvenez-vous, en courant continu, on a puissance égale à tension fois intensité. Cette formule reste vraie en courant alternatif uniquement s'il n'y a ni bobine ni condensateur dans le circuit, c'est-à-dire ni inductance ni conductance. Alors c'est le cas pour certains équipements, comme les cafetières, les radiateurs ou bien les ampoules incandescentes. On ne calculera néanmoins pas la puissance vraie, la puissance active, mais une puissance qu'on appelle la puissance apparente. La puissance apparente se note S et l'unité est le volt-ampère VA. La formule est puissance apparente égale à tension efficace fois intensité efficace. Mais si on a un circuit qui contient un condensateur ou une bobine, alors la formule ne sera plus bonne. Et oui, l'inductance et la conductance génèrent un décalage entre la tension et l'intensité. Et il faut prendre en compte ce déphasage dans le calcul. Concrètement, ça nous donne puissance active est égale à la tension efficace fois l'intensité efficace fois cosinus phi. Ce cosinus phi s'appelle le facteur de puissance. Il correspond au déphasage du courant par rapport à la tension. Mais pour l'instant, je ne vais pas davantage l'expliquer parce que c'est pas de notre niveau actuel. Pour la fréquence, il s'agit tout simplement du nombre d'oscillations du courant en une seconde et elle s'exprime en hertz. Par exemple, si en une seconde on a un courant qui est positif, négatif, positif, négatif, on a donc deux périodes, c'est-à-dire 2 hertz. Alors il existe d'autres grandeurs électriques, mais on s'arrête là pour aujourd'hui. En ce qui concerne l'électricité domestique qui est délivrée aux consommateurs, il n'existe pas de norme mondiale. En Europe, le courant monophasé de nos prises électriques a une tension efficace d'environ 230 volts, c'est-à-dire en fait une tension maximale de 325 volts. Et sa fréquence est de 50 Hz. La semaine prochaine, troisième et dernière partie sur l'électricité. On verra comment fonctionne une lampe, un moteur, un radiateur. Ça va être encore pire. Le mot du jour, c'est fourbir. C'est un verbe qui signifie rendre brillant un objet en métal en le frottant. On peut fourbir un bijou pour lui rendre sa première jeunesse, mais on utilise le plus souvent ce mot dans l'expression fourbir ses armes, qui signifie en fait se préparer à la guerre, ou par extension, se préparer à affronter une épreuve. Reposez vos neurones, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!